Bueno, pues yo creo que vamos a dar comienzo más que nada por nuestro público puntual, que sí que lleva esperando aquí un buen rato. Y entonces vamos a reanudar esta tarde con dos conversaciones, y esta primera conversación está guiada esta vez por el pensador que, como decía esta mañana, es Édouard Glissant, ¿no? El poeta y filósofo martiniqués que propuso sustituir la idea de identidad única y cerrada por la de una idea de identidad relacional, hecha de contactos, de fricciones y de intercambios, una identidad que no teme al otro porque sabe que solo existe en relación con él. Y nuestros dos invitados saben perfectamente cómo articular esa fraternidad que no exige uniformidad, que no pide que nadie renuncie a lo que es para pertenecer. Están con nosotros, por tanto, Lauren Beukes, que es escritora, que es periodista sudafricana y escribe desde una sociedad que lleva décadas intentando reparar sus fracturas y sabe que la reconciliación no se decreta, sino que se construye con paciencia, con honestidad, con la disposición de mirar al otro sin borrar lo que ha ocurrido entre nosotros. Y su literatura no resuelve las tensiones, sino que las habita, las hace visibles, las convierte en materia de pensamiento, y estoy muy contenta de que esté hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Lauren. Muchas gracias también a Mohamed Bourouissa, artista visual, para mí referencia de una transformación, de comprender la importancia de la imagen hoy en día, y su trabajo forma parte de una pregunta que también es muy camusiana, que es ¿quién tiene el poder de representar y quién queda fuera de ese poder? Mohamed ha dedicado su práctica a devolver dignidad a lo que las imágenes del mundo suelen invisibilizar, sin sentimentalismo, sino con una precisión que es en sí misma un acto político. Y con ellos dos os dejo. Muchas gracias. Thank you for having me. It's a real privilege to be here. I don't know what's happening. Can I get tech people to help me out here? I don't know why this isn't working. Yeah, now it's Oh, great, perfect. Great. I'm Lauren Beukes, I'm a writer, and I'm going to be talking about Ubuntu, which is not the programming language, storytelling animals, community, and creative resistance. So I grew up in South Africa under apartheid. I live in London now. And it's given me a very particular perspective on the world, growing up under a racist and oppressive regime, and also how we fought against that regime. I'm also a writer, and I believe that, I might be a little bit biased here, but I believe that storytelling is the most important human characteristic. It is what makes us human. And I love this quote by Muriel Reixayer: "The universe is made of stories, not atoms." As far as we know, we are the only storytelling animals. So elephants can plot, they mourn their dead, and they can plot revenge. They also have names for each other, which an AI study showed recently. But they don't come up with a neo-colonial storytelling about elephants. Similarly, killer whales have taught each other how to attack yachts. Very interestingly, if we're talking about fraternity, killer whales are actually a matriarchal society, and both elephants and orcas are the only species who also have a menopause. But yeah, so orcas have taught each other how to attack yachts, and they've also got a fashion trend where they wear dead salmon on their heads like a hat, and that's amazing. But again, that's not really storytelling the way that humans tell stories, where we tell stories as metaphor and allegory.
So, as you know, the elephants are not telling a story about Baba, the elephants like being a neo-colonial king. Killer whales are not telling stories about humans, visiting the humans 20,000 leagues above the sea. We use story as a way of understanding each other and the world. Back in ancient history, this is a way we explained how the world worked to each other. The night was the gods drawing the curtain across the sky. Every terrible weather was explained through capricious gods throwing a tantrum and throwing lightning like some toddlers throw a tantrum. In Norse mythology, we had Thor. In Japan, we had Raijin. And in Zulu mythology, we had Impundulu, the lightning bird. So it's really a way of us understanding the world. And of course, stories are how we justify things to ourselves. So for example, people coming to colonize the African continent justified to themselves as they deserve those resources. They deserve to explore. They deserve to go out there and enslave people. Similarly, under apartheid, the apartheid government, the white racist apartheid government, told themselves the story that black people are inferior and they need to be controlled and they're not like us. And I think what was so inspiring about growing up in South Africa and growing up through this terrible time was that we were able to change the story. So after 400 years of colonialism, after almost a century of apartheid, where people were enslaved or forced into terrible labor jobs, working in the mines, where people were killed, where they were tortured, where they were denied their human rights, we managed to change the story. White South Africans voted in a referendum to vote for democracy, and we had our first democratic elections. And I wish every country could do this. We got to reboot our country from scratch. We got to say, hey, you know what? None of that was working. What are the values that are critically important to us? What are the things which matter? How can we rebuild our country and do things better this time? And Mandela based that, and Desmond Tutu and the Truth and Reconciliation Commission and everything which came into founding this new democracy was very much based on the spirit of Ubuntu, which I'll explain in one moment. South Africa is an incredible country. We have one of the most progressive constitutions on earth. We were the 5th country in the world to ratify gay marriage. We were the first country to enshrine abortion as a constitutional right, which I know France tried to say they did 2 years ago. Sorry, guys, we did that in '96. And at the same time, we also have huge social problems because you can't erase history. You can't erase the wrongs and the suffering which happened throughout all that time. So we have a 57% youth unemployment rate. We are the 5th highest country in the world for gender-based violence. And we have the highest Gini coefficient in the world, which is the divide between rich and poor. So for all these amazing values, we are still a country that struggles and suffers, and you can't erase history, but you have to try and find a way to work through it. We came through this crazy time. There was no violent revolution. There were plenty of deaths, but not at the time. And it was really amazing to have incredibly inspiring South Africans like this. Unfortunately, now the most famous South African is this jerk. And it's incredibly painful to me that he seems to not have taken on any of the spirit of Ubuntu. And he has a quote which he gave on the Joe Rogan podcast recently, which was, "Empathy is the fundamental weakness of Western civilization." Compare and contrast to Mandela, who said, "Our human compassion binds us to one another, as human beings who have learned how to turn our common suffering into hope for the future." And of course, I think there's a reason South Africa, together with Ireland, were the people to take Israel to the IJR. Ask us how we know it's apartheid. Ask us how we know it's a genocide. But the foundation of the new South African democracy was based very much on the spirit of Ubuntu. I know most people might know it as a programming language, but it is in fact a South African philosophy. It's best explained as a person is a person because of other people. Derrida was like, I think, therefore I am. But Ubuntu is that we are human only because we have other humans around us, because we are human in relation to each other. I am because we are. And I think that's such a foundational way of thinking about the world and who we are and how we relate to each other and what we owe each other. So I know part of this program is to focus on what we can do and kind of solutions. So it's not just throwing out big ideas. And I actually have some things that I've been thinking about deeply. And if I go on too long, please somebody cut me off. So these are lessons from the struggle against apartheid. And the first one is that stories are dangerous. And stories are dangerous because propaganda can be used to justify that immigrants are the problem, or that colonials were justified in going and taking over and plundering resources.
But also the stories, we can fight back with stories. Stories are weapons. And you can do that very literally. In South Africa, we have an amazing activist and actor, John Carney, Dr. John Carney. You might know him as the King of Wakanda in Black Panther. And you might also notice that he's got like something slightly wrong with his eye, and that's actually because it's an artificial eye. Because in the 70s and the 80s in South Africa, he was in a lot of performance and theater which directly criticized the apartheid government. Here he is with Athol Fugard and one of his other actor cohorts, Nshona. And he was so badly beaten by the security police, by the secret police in South Africa, that he actually lost his eye. And so stories can be literally dangerous, and we have to be prepared to fight for our stories and to kind of put ourselves behind them. And that's a huge risk that we take, but stories don't have to be literal. Like, they did very literal pieces about kind of racism and apartheid and fighting back, but you can be kind of more left field and more creative and playful and a bit sneaky. Because the other thing is that fascists are stupid. Fascists are stupid. In apartheid South Africa, there's a lot of censorship. The apartheid government banned a lot of books, so obviously they banned Nelson Mandela's memoir. Writers like Alex Laguma, Nadine Gordimer. They also banned anything sexual. You know, we were very like Dutch Reformed Church-driven society. So Leigh Chagley's lover, Lolita, very, very banned. But then the apartheid government also banned Black Beauty, about the horse, because you couldn't have those two words together because people might get ideas. And yeah, I mean, this is real. So, you know, fascists are stupid, and the thing is, you can outwit them, but sometimes they outwit themselves. And there's a great story that I love telling about, I think like 87, there was a TV show about aliens called V. And I was quite young, and I loved the show. It was so great. Like, the aliens come down to Earth, and they seem to be our friends, and they're lovely, and they're going to give us peace and love and understanding, but then we see them eat a rat. And then we find out that they're actually there to eat humans. And they peel off their faces and they reveal that they're reptiles underneath. And the first 2 episodes this aired, and then suddenly it went off air. It got ripped off the air. And I said to my mom, what happened? Like, you know, what was the problem? And she's like, well, the problem was that the humans fighting against the aliens were called freedom fighters. And in the struggle against apartheid, Mandela and the ANC and APLA and everybody else were called freedom fighters. And that's apparently why I got taken off air. But decades later, I found out the real story, and it was even dumber than that, which is that our second last apartheid president was P.W. Botha, and his nickname was the Groot Crocodile, which means the big crocodile. And he was so vain, he thought this show was about him. He genuinely thought it was American propaganda directed specifically at him, and he had it taken off air. So fascists are stupid, but he was also stupid because the actual danger show, and of course this is a problematic example now for reasons you'll hear in a moment, I think the really dangerous show at the time was The Cosby Show, because it showed that Black people were people too, which was something that white South Africans had not had to deal with, that you could have upper middle class people who were doctors and lawyers and had kind of family drama and were dealing with troublesome teenagers. And that capacity for story to break through and tell us about who we are and show us who other people are is incredibly powerful. The problem is that fascists want to make us stupid too. And this is my anti-AI rant. I've got a lot of slides here, so I'm just going to run through them quickly. Under South Africa, we had the Bantu education system, which was an inferior education system designed for Black people. And it was designed to keep them as laborers and mine workers and domestic workers and gardeners, and so they wouldn't get any big ideas. And LLMs and ChatGPT and AI is genuinely the Bantu education of our time. It is corroding our ability to think critically. It is destroying our civilization. This is the new Bantu education, and it's what the tech overlords want. And I know that sounds like conspiracy, but the fact is, although we all live in our own countries, we actually live in American techlandia, because we live in a world which is driven by Google, by Amazon, by Facebook, by Meta, by Instagram, by LinkedIn, and they are bound by American laws, and they are complicit in the American government and the American government's agenda right now. So we all live in that place, and when we use AI, we are bowing to them, we are listening to them, we are taking on their propaganda, the falsehoods, the misinformation, and we're learning to not think anymore. Here's just some headlines I pulled from a talk from last year. So the hallucination is getting worse, everyone's cheating their way through college. I have friends who teach at graduate level who say they're getting graduate students who don't know how to write an essay. Yeah.
It's also like creating like a lot of disinformation. Again, these are dangerous stories because these stories are blatantly untrue and they're being used by right-wing propaganda. Scammers are using them to dupe people, forcing teenagers, like blackmailing teenagers. There's been a spate of like teen suicides. It's driving like really bad misogyny online. It's really, really bad. Please stop using AI. I think this quote is really great. What does a human slowly going insane look like to a corporation? It looks like an additional monthly user. The tech lords do not care, and they want us to be stupid, so please stop using it. I think the worst thing is even that a lot of the time AI is not even tech, it's actually humans. This is the Mechanical Turk, which was a chess-playing machine in Russia in some century, 18th century, I think. But actually, a lot of the tech that's happening right now and a lot of AI is actually humans. So Kenyans are being used to kind of analyze the worst of like the internet, and they're looking at like the most horrendous porn. They're like monitoring Google Meta glasses. They're really suffering. And you know, the Amazon's Go stores were driven by people sitting in India watching a computer. There was no AI involved. Microsoft startup, which was just like 700 engineers pretending to be AI. So there's so much of this stuff which isn't even AI, which is even worse. This, I think, is really just horrendous. This happened last year where somebody created a virtual avatar of a Sudanese refugee, and she could answer your questions, but she's not real. You know, so like what we need to be doing is talking to each other more, and not to some AI pretending to be a human. It's mad. Right. So lesson 4 is looking after each other. It's very easy to feel overwhelmed. I've spent a lot of my time feeling overwhelmed with how bad everything is right now. And you know, it's not just Gaza, it's also Sudan, it's the DRC, it's what's happening in Iran and Ukraine right now. And it's really easy to feel like overwhelmed, but we can also change our own story and looking after our own community. And this can happen in small ways where you're looking after your friends, or I'm part of the science fiction community. And last year I was at a con called Esta in Ireland. And the trans ruling had just come out against trans people's rights in the UK, where trans women were not going to be allowed to use a women's bathroom anymore. And I was so angry about this, and I wanted to donate some books to like try and raise some money. And another writer, Jeanette Ng, was like, oh, I also would like to donate some books and raise money. And then some other people at the con also said, well, I'd like to donate things. And people like ended up like donating a whole bunch of stuff that we could like sell on an auction. And what was so exciting about this was, you know, the organizers came to me and they were like, listen, if you raise £500, we'll throw in another £500 and we'll match you. But we had readers and writers and artists and creators like donating so much cool stuff, from crocheted whales to books that people had written. These are just some of the cool things that were on display. Fans, like somebody made like a beautiful crocheted thing. Terry Pratchett's daughter, Rihanna Pratchett, donated a signed copy of her dad's book, which sold for £6,000 on its own, and we ended up raising £20,000 for trans rights in South Africa and the UK. And it went so well, we ended up doing another auction where we raised another £14,000. So you can make a difference because other people are just as angry and feel just as overwhelmed and helpless as you do, and if we work together, we can like really do something interesting. The final lesson is make space. So I've given a variation on this talk with my friend Luyanda Unati Lewis Nyawo. We gave it at the Interesting Festival, and unfortunately they couldn't make it today because they're also an actor and they are currently filming in the Netflix show of Wednesday. But also they couldn't get a Schengen visa. Even if they'd been able to come, they were really worried about trying to get a Schengen visa in time. Because the thing is that we are, as Africans and as the Global South, we are excluded from the conversation so much. Because of visa regulations, because of immigration. I live in the UK now because I have to. Because if I want to have a viable career in the places where you can genuinely make money, which is the UK and the US, I need to be based in one of those countries. There are really terrible things which happen. This was an example in 2022. There was a huge AIDS conference in Montreal. Now, of course, in the African continent as a whole, is disproportionately affected by HIV/AIDS. It also means that we have some of the best epidemiologists in the world, some of the most seasoned activists, best scientists, policymakers. We really know what we're talking about. But at this conference, which was held in Montreal, hundreds of African delegates were denied a visa. The head of UNAIDS, who's a black African, almost was not allowed to board the plane. She had to fight, and eventually she had to put out a tweet saying, like, I'm dealing with racism, they won't let me on the plane to Canada. And we are being denied a seat at the table for
an issue which affects us. And it happens so much between the global south and the global north, where we need to be part of the conversation. So this is an immigration issue, it's a visa issue, it's conferences like this, where we need to make sure, and I know funding is a problem, and I know it's expensive, we need to make sure we include people as part of that conversation. I think what really drove this home for me, and this is my last slide, is in 2023 there were those huge fires in Alberta, and there was a beautiful video of South African firefighters. They flew out 300 South African firefighters, and they were singing and dancing in the airport, and they were just amazing. And I was like, oh, I love South Africa. We're such an amazing people. And I was like, wait, how did they get a visa? So, I think we need to make sure that the Global South is part of the conversation in a really meaningful way, and not just when we need to put out your fires. Thank you. Let's go. Là en français, hein. Donc si ceux qui ne parlent pas français, normalement vous avez des trucs pour traduire. J'arrive, j'ai mon ordi. Merci pour la présentation. Ça m'a fait beaucoup réfléchir à ma présentation. Et à la base, j'avais fait un truc sur mon travail et je ne sais pas si je vais vraiment parler de ça directement et puis peut-être parler de là pourquoi on est censé parler, c'est-à-dire de fraternité. Voilà quoi. Et donc à la base, moi je m'étais organisé, enfin j'avais pas trop quoi faire. Donc j'ai commencé à me dire, je vais faire une présentation. Donc voilà, je me présente quand même, Mohamed Bourouissa, je suis artiste plasticien, ça va marcher normalement 2 secondes. Et je suis quand même d'origine algérienne. Donc je sais pas si vous voyez la relation ou pas. Voilà. Ça marche ou pas? Ok, ouais. Ça avait bien marché tout à l'heure. Donc j'avais fait une série, j'avais fait une présentation de mon travail périphérique, des photos que j'avais fait en 2006. C'est chiant là, je m'entends 2 fois là, c'est trop chiant. C'était galère. Donc j'avais commencé à faire une série et tout. Donc c'est comme si je me parlais dans ma tête, c'était très bizarre. Donc j'avais fait cette série de photos, donc de mise en scène et tout ça pour parler de la banlieue parisienne et aussi du fait d'être étranger, vivant d'origine algérienne et beaucoup de gens de banlieue qui venaient d'Afrique, enfin des enfants d'immigrés, pour pas dire vulgairement. Et donc j'ai fait toute une série de photographies qui travaillent sur cette tension-là et sur cette violence, mais à l'intérieur des images, enfin bref. Et puis après, j'ai fait un autre projet qui s'appelle Temps mort, que j'ai fait avec un ami en prison, et donc je me suis rendu compte dans cette série, donc je vais faire très vite parce que ça finalement, c'est peut-être pas ça dont j'ai envie de parler. Et donc ce film-là, les choses qui sont importantes dans ce film, c'est que ça parlait d'amitié. Et pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est un peu le cœur de tous ces travaux-là. Au-delà même des images que l'on voit, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, on m'a dit « Ah, mais tiens, t'es un super bon photographe, j'ai fait cette position d'auteur qui composait les images. » Mais moi, ce qui me touchait le plus dans tout ce travail-là, c'était les relations que j'avais avec mes amis, et peut-être même pas des amis, des gens que je rencontrais qui me permettaient de faire ces images-là. Et c'était toutes ces relations, toute cette énergie-là qui me touchait plus. Et donc, quand je décide de faire Temps mort, ce que j'essaie de montrer, donc on voit par exemple des messages et des images qui ont été envoyées, c'est toute cette relation, le fait que mon ami soit en prison et que moi je sois à l'extérieur, et c'est toute notre relation qui était le cœur même de cette vidéo. Et je crois que c'est un peu ce qui a été un peu pour moi personnellement le cœur de tous les projets que j'ai pu faire depuis le début, finalement. C'est cette relation-là que j'avais avec des amis. C'est pour ça que je trouve ça intéressant sur la question de la fraternité, parce que j'aime pas trop ce mot et je trouve que fait, il me saoule un peu, mais bon. Je développerai après pour voir. Et donc, j'ai fait pas mal de projets autour du jardin, par exemple. Et donc, ça, c'est peut-être un projet qui sera peut-être un peu plus en relation avec le contexte. Enfin, je sais pas, hein, peut-être. Et donc, en fait, moi, je vais en Algérie. Donc, je suis originaire de la ville de Bila. Je sais pas si vous connaissez, c'est en Algérie. C'est à 50 km d'Alger. Et dans cet hôpital-là, et là, c'est bien, oui. Je raccroche les wagons parce que ça va être intéressant. Je vais parler aussi de théorie racialiste. Merci à toi, ça m'a fait penser à ça.
La théorie racialiste, c'est parce qu'en fait, on se demande, en fait, ces conneries, elles viennent d'où, là, tu vois, tous ces problèmes, en fait. Et ben, en fait, ça vient quand même de ces théories-là, qui viennent de Gobineau, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, parce qu'on peut bien parler de Glissant, mais si on parle de Glissant sans parler de Gobineau ou bien de Lombroso, voilà. Excusez-moi ? Vous avez quelque chose ? On peut communiquer, hein, ça ne me dérange pas. Donc, très intéressant, donc, l'hôpital de Bida, donc l'hôpital qui s'appelle aujourd'hui l'hôpital Frantz Fanon. C'est parce qu'en fait, Frantz Fanon a travaillé là-bas à l'époque, en 1953, et il a travaillé là-bas pendant 3 ans. Et ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que cet hôpital-là, il est créé en 1923 par un monsieur qui s'appelle Antoine Porot. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à Saint-Alban, en France, c'était un peu toutes les nouvelles techniques pour la psychiatrie, comment soigner les gens, par l'ergothérapie, par le dessin, par la musique et tout ça. Et donc, on prend toutes ces techniques de manière de soigner les gens, et on les prend, mais avec des théories, que j'appelle des théories racialistes, qui ont été initiées par Antoine Porot à l'intérieur de l'hôpital. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, quand Antoine Porot met ça en place, donc sa psychiatrie racialiste, ce qui se passe, c'est qu'il sépare les gens tout de suite. Donc il sépare les colons comment on appelait ça, des indigènes. Donc j'ai peut-être pas les bons mots, mais en tout cas j'essaie de vous donner un peu le cadre, et ce qui est un peu frustrant, et bon, étant d'origine algérienne, donc mes 2 parents sont algériens, bah finalement, en fait, il se dit, mais en fait, on peut pas les soigner. Et donc toutes ces théories-là, finalement, elles rentrent dans la conscience générale de tous les on va dire, pourquoi tu pars tout de suite ? Non, tu peux pas partir, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça. Hein. Je suis vexé. Non, je rigole. Fais ce que tu veux. Non, je déconne. Donc, en tout cas, bah, voilà, donc je repars, désolé. Et donc, en fait, dans la conscience générale de tous les infirmiers, il y a ce truc-là. Et donc, ce qui fait qu'ils réussissent comme ça à faire que les colons, ils réussissent à les soigner. Et les indigènes, ils n'y arrivent pas, ils ne comprennent pas pourquoi. Et en fait, dans un des textes d'Antoine Porot, il dit comme ça, on ne peut pas, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'atteindre le monde des idées et des concepts. Et je crois que ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est inscrit dans les inconscients. Voilà. Et il y a plutôt inconscient occidental. C'est un truc qui est vraiment dans l'esprit comme ça. Et donc, moi, je fais tout ce travail-là, et je rencontre un jour un monsieur qui s'appelle Bourlet Mohamed, qui était un patient, donc juste au moment où Fanon s'en va, donc quand Fanon arrive, il voit l'horreur des trucs, il commence à s'intéresser, il travaille autour de... peut-être que vous connaissez tout ce qui est ethnopsychiatrie, et donc l'ethnopsychiatrie, si vous voulez, c'est quelque chose qui va permettre aux gens d'étudier la culture de l'autre pour pouvoir finalement le soigner. Et donc, il a un succès monstre. Et aussi, par là, il devient aussi militant. C'est ça qui a fait ses livres, c'est ça qui a fait que tout d'un coup, il est devenu un militant et qu'il s'est impliqué aussi au niveau de la guerre d'Algérie. Et juste après, toutes les techniques que Fanon a mis en place avec le docteur Azoulay, il y a un monsieur qui s'appelle Bourlet Mohamed, qui lui qui s'est fait torturer, qui a combattu pendant la guerre d'Algérie, mais qui avait des problèmes psychiatriques. Et il se retrouve dans cet hôpital-là, juste après, dans les années 60, et il bénéficie un peu de tout ce qui est resté de Fanon. Et donc, il reste à peu près une 40aine d'années dans cet hôpital, et j'ai eu la chance de faire un projet avec lui. Comment j'ai fait ce projet-là ? En fait, je découvre à l'intérieur de cet hôpital-là quelque chose, moi, qui m'a fasciné, des structures en bois que vous voyez juste ici, là. Vous voyez ces structures-là, qu'aujourd'hui je répète et je garde en mémoire. C'est-à-dire que je me suis un peu fait le gardien d'un savoir, d'une connaissance, que ce monsieur avait constitué lui-même par la pratique du jardin. Il était devenu jardinier par ce qu'on appelle l'ergothérapie. Donc il jardinait, et petit à petit, il a commencé à penser la structure du jardin, à l'imaginer. Et j'ai voulu faire un travail de sauvegarde d'un savoir d'un patient. Parce que finalement, il y a toujours ce rapport entre le docteur et le patient, donc le professeur et l'étudiant, enfin toujours ce rapport un peu d'autorité en permanence. Mon travail aussi parle pas mal de ça, mais bon. Et donc là, il y a ce monsieur qui a ce savoir-là. Et il a 84 ans quand on commence à travailler ensemble, et j'ai été invité à la Biennale de Liverpool, et j'ai dit, en fait, ce que je voudrais faire, c'est sauver ce savoir, cette connaissance, qui effectivement était une connaissance peut-être pas théorique, mais qui venait en fait de son expérience personnelle, de son savoir-faire manuel,
mais aussi de sa propre expérience dans l'espace et par rapport à son corps. Et c'était ça qui m'avait impressionné la première fois que j'ai vu ces structures de bois, c'était la manière dont moi je me déplaçais dans le jardin. Et je me suis dit, mais en fait, ça c'est quelque chose, c'est comme son espace mental. Et donc le film, bon, on ne pourra pas le voir là, mais bon, bref, je vous invite à regarder, il y a des extraits sur mon site internet. Et donc avec lui, quand je suis parti à Liverpool, je lui ai dit, bah, est-ce que tu ne veux pas m'aider, est-ce que tu ne veux pas m'apprendre pour qu'au moins je perpétue un savoir que tu as construit toi-même. Et donc là, grâce à lui, j'ai construit ce jardin à Liverpool. Voilà. Et pour revenir pour une chose encore, c'est la question des relations qu'on a avec l'autre. Voilà. Donc ça, je pense que c'est peut-être, quand on parle de... J'aime pas le mot fraternité, mais je peux faire le mot amitié. C'est quel type de relation on établit. Et que pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié à l'intime. Au personnel, et en tout cas d'avoir peut-être un rapport moins vertical, quoi. Donc bref, on a fait un jardin, bref, puis après, il y a cette relation, une autre relation que j'ai nouée avec une autre personne, de l'expérience que j'ai eue grâce à Bourla Mohamed et grâce à la constitution de ce jardin, qui était les plantes. Donc en fait, voilà. Bref, quand je vous dis ça, c'est pas une blague. J'ai l'impression qu'en fait, en faisant ce jardin à Liverpool, il y avait vraiment cette sensation d'être en dialogue et en communication avec les plantes. Évidemment, je ne me mettais pas à leur parler, leur demander comment elles allaient et tout ça. C'est pas ça l'idée. Mais c'est vraiment d'établir cette relation du prendre soin. J'imagine que certains, vous avez des relations avec des plantes et vous vous occupez de vos plantes. Donc cette relation à l'autre, pour moi, elle n'est pas uniquement liée à l'être humain. Je dis ça parce que moi je viens de Paris, de banlieue parisienne, et c'est vrai que cette relation avec aux plantes, j'avoue que j'en avais un peu rien à foutre à la base. Désolé d'être aussi vulgaire que ça, mais c'est un peu le truc. Mais petit à petit, au travers du jardin et ce rapport à constituer le jardin à Liverpool, je me suis rendu compte que la question, elle était plus sur la question de l'objet du sujet. Et en fait, c'était un truc, c'est que les plantes, moi j'avais ce truc-là, que je les objectivisais en permanence. Un peu comme Antoine Porot aurait pu le faire avec les Algériens, quoi, à l'époque. Donc il les déshumanise, vous voyez ce que je veux dire? Et donc les plantes, en fait, à un moment donné, j'ai fait un travail où on a essayé de capter les pulsions électriques des plantes. Et on a fait une installation sonore comme des lives de musique. Et c'était les lives directement des plantes. Comme si on pouvait percevoir au travers des sons, de transcription de la pulsation électrique, comme des sons qu'on pouvait percevoir leur respiration. Voilà, donc j'en ai fait plusieurs. Et puis après, donc vous voyez, je suis passé de la photo à la machin et tout. Et puis je suis arrivé à Quartier de Femmes, qui est une pièce que j'ai réalisée. Moi, je vais faire court, hein, c'est mon dernier truc, après c'est bon, j'arrête. Donc Quartier de Femmes, c'est petit à petit, en allant vers... je vais commencer par la photographie, et puis par le jardin, et puis par cette pièce sonore, qui devient presque du live. Bah, finalement, je suis revenu au théâtre et à la dimension performative, où j'ai mis en scène ma première pièce de théâtre, avec une comédienne qui s'appelle Lou Adriana, qui est juste là. Et c'est comment, en fait, on pouvait aussi sculpter le corps dans l'espace, et que c'était aussi lié à quelque chose de l'ordre du souffle et du vivant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que après, quand j'avais fait Temps mort, on m'avait invité à faire un projet autour de la prison, et je me suis aussi intéressé, parce que dans mon travail, il y a beaucoup la question masculine, la figure des hommes, et puis je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que c'est qu'être une femme aussi aujourd'hui en prison? C'est quoi le vécu? Et donc pendant à peu près un mois et demi, on est parti avec Zazon Castro, qui était la personne qui a écrit la pièce. On a fait des ateliers, et on a pu échanger avec beaucoup de femmes détenues, et très vite, bref, on a créé toute cette pièce de Quartier de Femmes, où il y a plusieurs représentations. Et c'était le parcours d'une jeune fille qui est rentrée en prison. Et peut-être que je peux retomber sur mes pattes là-dessus. L'histoire de la pièce raconte le rapport d'amitié et comment on est traversé et comment on est changé, finalement, par les gens qu'on rencontre. Je crois que j'ai fini là bientôt. Voilà, ça c'était le dernière pièce que je voulais vous montrer. Et puis, je crois que j'ai fini, hein. C'est bon.
Non, peut-être, ouais, juste sur tout à l'heure, juste pour rebondir, parce que c'est vrai il y a un truc. Si, peut-être il y a un projet dont j'ai pas parlé et je l'ai pas mis, j'aurais peut-être dû le mettre. C'est le projet du Sahab Museum. Donc ça fait presque maintenant 5 ans que je travaille avec un collectif de Palestiniens, et donc on a monté une sorte de musée virtuel où on essaye de montrer les travaux des artistes et des œuvres qui ont été aussi détruites énormément. Et pour moi, ce genre de projet, en fait, c'est des projets qui se constituent à plusieurs, qui aussi sont des formes de résistance à de l'anéantissement, comme le dirait une amie. Et je crois qu'en fait, toute ma pratique, elle se base beaucoup là-dessus. C'est comment rendre visible des choses, enfin, en tout cas, peut-être une forme de résistance, peut-être, je ne sais même pas si c'est vraiment ça le truc. Mais en tout cas, c'est d'essayer de ne pas laisser disparaître des choses. Voilà, et d'avoir un peu aussi quelque chose qui est lié aussi à la dignité. Je pense qu'il y a un truc par rapport à ça. Enfin bref, voilà. Ça y est, j'ai fini. Mohamed, I wanted to ask you, do you think growing up... Attends, il faut que je prenne mon truc là pour traduire. Pour que je comprenne bien les questions, parce que je peux les comprendre en anglais, mais bon, si on veut bien... Ça donne chaud, hein? Your work's beautiful. I really enjoyed hearing about it. I wanted to ask, like, how much of your perspective is informed by you growing up in Algeria, and you're kind of a stranger in a strange land, living in Paris and France. Do you think that gives you a very different perspective? Moi, je me sens pas étranger déjà d'une en France. En tout cas, déjà, ça c'est la première chose. Même si j'ai grandi en Algérie, je suis né en Algérie, je suis arrivé très tôt en France. Donc, j'ai pas cette sensation de me sentir étranger. Je pense que c'est plutôt la manière dont les autres le projettent, en fait. Moi, je n'ai pas cette sensation-là là-dessus. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt la projection que les autres font sur soi qui donne cette impression-là. Mais ouais, je lutte contre ces idées-là, en tout cas. Ouais. C'est tout? C'est ça la question? Yeah? Yeah. All right. Je sais pas s'il faut qu'on fasse quoi là maintenant, en fait. What do we have to do? Okay. Yeah, I think for me, like, I've only been in the UK 4 years, and I think being there has really, and being able to travel and being able to like come from South Africa and like see the rest of the world, I'm always seeing the world through that perspective. All of my novels are through a South African point of view. So I'm constantly writing about kind of new apartheid states or segregation, racism. I'm very preoccupied with social justice, and I find that's informed absolutely who I am as a person, but also my work and the lens that I put on the world. Yeah. C'était une question? There was no question, I was just... Non, mais c'est... Mais je sais pas si moi, je pense que le racisme, c'est quelque chose en tant qu'effectivement que Français d'origine algérienne, c'est quelque chose que tu subis en permanence et qui a un truc de l'effacer. J'en ai fait un court-métrage qui s'appelle Généalogie de la violence, qui a un peu aussi une sorte de retour sur des projets que j'avais fait parallèlement. Mais je pense qu'en fait, le truc, c'est qu'on n'est pas armé, en fait. Il y a des trucs sur lesquels on n'est pas armé. Et, par exemple, là, on parle de Glissant, on parle de Camus, mais par exemple, moi, il y a quelqu'un qui est hyper important dans mon espace de réflexion, c'est Fanon. Et je vais dire pourquoi Fanon, il est hyper important. Il a été complètement oublié de l'histoire française, par exemple, parce qu'il a écrit à un moment donné dans son livre Les années de la Terre qu'il fallait tuer les colons. Voilà.
je ne sais pas si c'est pire que dire que les indigènes n'arrivent pas à accéder au monde des idées. Enfin, j'en sais rien, la violence aussi de ça. Et puis, il faut savoir qu'à l'époque, les tortures et les morts qu'il y avait, je pense que si, c'était un contexte. Mais Fanon, moi, il me touche d'autant particulièrement que c'est un homme noir qui vient en France, qui fait ses études en France, et qui, à un moment donné, par un fâcheux hasard, lui qui devait aller, je crois, au Sénégal pour travailler avec Senghor, ne reçoit aucune réponse et se retrouve propulsé en Algérie parce que, en fait, il n'y avait pas de place et qu'il se trouve à travailler en Algérie. Et là, lui, il écrivait peau noire, masque blanc, peau noire, masque blanc, et d'un coup, il se retrouve face à une autre altérité qui était les Algériens, et il se dit, mais peut-être que la question de l'oppression, elle ne se situe pas juste au niveau de ma couleur de peau. Peut-être qu'elle est plus globale, elle est plus en relation, quoi. Et voilà, c'est pour ça que Fanon, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est pour ça que des fois, moi, je suis Glissant. Je suis pas obligatoirement, j'aime beaucoup, mais je suis pas obligatoirement super fan parce que j'ai l'impression qu'il y a une exploitation de Glissant pour en faire un mec cool et acceptable. Et moi, je fais partie de ces gens où Fanon, oui, il fait grincer, il peut être compliqué et tout ça, et qui me plaisent plus, et qui me permet aussi, moi, de me positionner vis-à-vis d'une... Pas juste ma position d'Algérien, ou voilà. Enfin bref, je sais pas si je réponds pas du tout à la question, mais j'avais juste envie de vous le dire, mais voilà. Yeah. Yeah, no, absolutely, that's great. No, that's amazing. Okay. Should we open it up to the audience? Yeah. Hola, gracias por vuestra presentación. No sé por qué he pensado en el otro como cuando el otro es el enemigo, ¿no? Y cómo nos ve como enemigos y cómo crece la fraternidad o nace la fraternidad desde la mirada del enemigo. Quería saber vuestra opinión respecto a ese tipo de otro. I don't think, as soon as you make the other the enemy, I think you stop any way of engaging with people. It is difficult because you have the paradox of tolerance, which you have to be intolerant of intolerance. But I think if we're closing people off as the enemy, if we're saying they're completely other, I can't connect to them, there's no ways for me to like cross that bridge, that's dehumanizing in its own sense. So I really think we need to find a way to reach out. I'm not going to tolerate people saying racist or sexist or transphobic things, but I don't think of those people as the enemy. I think of them as lacking in compassion and maybe education, and actually, I think we need more exposure and more dialogue. Look, I'm also, yeah. I have some vengeance in my body, where I do have assassination fantasies. Probably shouldn't say that on stage. Can we cut that from the recording, please? Do you have anything to add about the enemy? No, c'est bon. Okay. We did say if we ran out of things to talk about, we would make each other enemies and we'd have a rap battle. So. Ouais, on devait, c'est compliqué. Or a dance-off. That's because now they want the rap battle. Ok, bah cool, c'est fini. Bon, bah, c'est fine, hein? Right, good. Yeah, perfect. Voilà. Oh, wait, there's a question. Ah. Yeah. Ah. Thank you so much, both of us, for the presentation. So I will speak in French because I'm more easily used to French for speak. You say, tu as dit, la fraternité pour toi est un mot
que tu n'utiliseras pas parce que tu le penses plutôt d'une manière hiérarchique ou plutôt verticale, non? Où tu as dit il y a l'ordre et la... Dans ces cas-là, comment tu peux transposer cette excuse-moi, je l'écris parce que je suis un peu nerveuse au micro. Donc tu t'expliquais que l'amitié est un acte de libre choix. Et donc, ma question que j'ai, c'est pour vous deux, en fait, c'est comment, à l'heure actuelle, non, ce qui se passe autour de nous, comment nous pouvons utiliser donc, cette amitié ou démanteler dans le système comme l'apartheid, vice-versa, qui passe autour, et qui repose précisément sur l'interdiction de choisir, de se choisir les uns aux autres, en fait. Je vais le dire en français. Moi, j'ai l'impression que c'est déjà par... En tout cas, même moi, je parle même de ma position d'artiste en tant que... Voilà. En fait, j'ai quand même une position de pouvoir. Mais il faut que moi, j'ai conscience que cette position-là, je l'ai. C'est-à-dire que je peux pas dire genre... ouais, mais viens, tu sais quoi, viens, on va faire un... J'ai conscience, viens, tu sais quoi, on est pareil. Tu sais, je fais un projet artistique, mais je vais travailler sur toi. Mais tu sais quoi, on va être pareil. Non, c'est pas vrai. J'arrive avec mes intérêts, mes propres intérêts en tant qu'artiste, et ma position aussi, dans un contexte artistique, par exemple, où j'ai une certaine reconnaissance, et d'un coup, je vais travailler sur des sujets. Mais si j'ai pas conscience qu'en fait, j'ai cette position de pouvoir vis-à-vis de l'autre, je dis pas qu'elle est facile, qu'elle n'est pas contradictoire en permanence, mais je dis qu'en fait, elle est inégale. Mais il faut que, moi, de mon côté, j'ai conscience de ça et que je prenne ça aussi en compte quand on est sur la table et qu'on essaye de dialoguer sur une table. Enfin, c'est que pour moi, c'est pas genre, j'arrive et tu sais quoi, vous savez quoi, on est pareil tous les deux. Ce genre de conneries, moi, je peux plus, en fait. Et je pense qu'en fait, on doit tous, enfin, en tout cas, moi, personnellement, dans mon travail, j'essaie d'avoir conscience de ça, j'essaie de me dire, OK, il y a une inégalité. Et donc, si tu dis, oui, on est frères, là, c'est cool, non. Même, il suffit de voir dans certains mouvements et tout, tu vois bien qu'il y a des différences. Et ça, si tu as... Enfin, pour moi, là, ça se situe là, à ce moment-là. C'est en amont de se dire, OK, venez, on va parler de fraternité, c'est cool. Ben, c'est bien. Mais si tu ne prends pas en conscience ta propre position vis-à-vis de l'autre, ben, c'est comme si, en fait, déjà, le jeu, il était pipé. C'est pour ça que je parle d'amitié. C'est pour ça que quand je fais Bourla Mohamed et tout, je me dis, tiens, il a un savoir, il a un savoir-faire. Ce savoir-faire-là, et d'un coup, ce monsieur-là, Bourla Mohamed, quand il fait cette structure, moi, je le vois en 2013. Je finis juste là-dessus, je fais assez court. C'est que je vois cette structure-là en 2013. J'y vais 3 ans après pour essayer de revoir cette structure-là. En fait, les gens l'avaient détruite. C'est-à-dire que les gens de l'hôpital n'ont pas pris en considération ce qu'il avait constitué à l'intérieur de cet espace du jardin. Pourquoi ils l'ont pas pris en considération? Parce que ce monsieur-là était un patient. Si c'était un médecin qui avait pris en compte cette structure-là en disant « ça, c'est un travail, c'est une réflexion et tout ça », et un savoir-faire qui a été constitué, oui, là la structure de bois qu'il avait constituée, on ne l'aurait pas vu de la même manière. Mais parce que c'était un patient, donc il n'a pas le droit à l'espace du savoir, genre. Et ça, c'est pour ça qu'en fait, mon travail, le film le dit très bien dans le film que j'ai fait, c'est que je renverse de force, où je dis, apprends-moi ce que tu as construit en tant que savoir, même si tu ne l'as pas construit dans une école, même si tu ne l'as pas construit en tant qu'un diplôme ou quoi, mais tu as constitué un savoir qui est lié à ton expérience. Et pour moi, c'est ça c'est ce niveau de conscience qu'il faut avoir si on parle de fraternité. C'est où tu te positionnes quand tu me parles de fraternité. T'es qui quand tu... Voilà. C'est quoi tu parles d'où, en fait? Ça, c'est basique, c'est le truc plus basique, mais pour moi, c'est important de se positionner soi aussi. Tu vois, c'est toujours... Enfin, tu vois, c'est toujours... Effectivement, quand t'es blanc, c'est plus... Il y a des choses qui te paraissent genre... c'est tranquille, ou que tu vois, ton niveau social et tout. Ça paraît fluide, naturel, mais en fait, par exemple, il y a des gens qui sont en banlieue parisienne, je parle pour des amis, ou même pour moi, de là d'où je viens, bah, en fait, non, c'est pas si évident que ça. Il y a des manières de se poser, il y a des manières de faire, tu vois, il y a des codes que tu connais pas, même dans la structure même de l'art. Enfin bref, voilà. Si je dis que la fraternité, elle peut pas se faire en dehors d'une bulle comme ça, pas contextualisée. Et c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'en fait, Glissant, il y a une théorie qu'il appelle, une super théorie que j'aime beaucoup de lui. Bref, il y a une théorie mathématique, j'ai oublié le nom, mais qui est trop bien,
où il dit qu'en fait, il y a un élément mathématique qui se frotte aussi au contexte dans lequel il est. C'est-à-dire que tu peux être dans ton laboratoire en train de fabriquer tes trucs, tes pots et tout, tu as un certain type d'expérience, tu as du résultat, mais si cette expérience-là que tu produis, tu la sors dans un autre contexte ou dans un autre espace, l'expérience que tu vas avoir, elle ne va pas être la même. Parce qu'elle va se confronter avec un espace différent, un environnement différent. C'est un peu ça que j'essaie de dire, c'est qu'il faut aussi prendre le... Enfin bref, voilà. Sorry. It's beautiful, yeah. I think, for me, it's about kind of picking up, being able to see other people's perspectives. So it's about being open-minded, being curious, being willing to engage. It's about platforming other voices and making sure that other people get heard. And I think it's incredibly difficult, but like being able to change your mind. So there were, in the 2000s, there was a movement to pull down statues in South Africa. It started as Rhodes Must Fall. He was the big colonial hero. Cecil John Rhodes, he was trying to build a railway from Cape Town to Cairo. Millions of Africans died building it. And the students at the University of Cape Town were like, this isn't okay, we don't want a statue to this man here. So they tore it down, and that led to the Fees Must Fall protests, where university students were like, hey, we were promised free education when democracy came in, and fees are too expensive, and it means education, which is so essential, and it's a tenet of our constitution. We need this to be, like, fees need to drop. And the students started that way, but then they started talking to the cleaners. So they were out every day protesting. What was really interesting is the white students, even today, started forming a defensive line in front of the black students, because even in South Africa today, the police are more willing to attack black students than they are white students. But then they also started talking to the cleaners, because they were out there every day, and they found out that they were getting paid terrible salaries. They were on contracts. They didn't have any rights and protections, and they brought them into the protests as well. So it's about expanding. It's about changing your mind. It's about also being able to admit when you're wrong. Also coming out of Ubuntu was the Truth and Reconciliation Commission, where people sat and had hearings about the atrocities that were done under apartheid by both sides, by the apartheid government and also by activists. And I think it was a really important process of telling the stories and coming to terms with it. But I think where it failed was that white people never had to take responsibility. We never had to apologize. We never had to say, I acknowledge how much privilege this gave me, and the fact that I grew up white under South Africa meant I grew up in a utopia that was designed for me and designed to give me every opportunity. So I acknowledge that, but a lot of other South Africans don't. And I think the other failure was that, and I think this is something we need, is reparations. The TRC recommended reparations, and that was not possible because the apartheid government was bankrupt, which was the only reason they had the referendum, and the only reason we actually got democracy is because sanctions worked. But I think reparations is essential if we're going to try and fix things. And that's to the continent, it's to people who've been enslaved, not just in South Africa. Good. Thank you. Thank you. Yeah, so thank you very much, both of you. I meant to rethink that we need this reparation and to see that we're different, as you said, Mohamed. So yeah, thank you both.